Bonjour à tous, je m'appelle Cortland Dahl. Je suis très content de vous retrouver, je m'en réjouissais depuis un moment. Je suis à Madison, dans le Wisconsin, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Cort et je suis un des instructeurs de Tergar. Et je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de la méditation, parler des enseignements bouddhistes et de méditer ensemble. Donc je vois déjà que certains d'entre vous nous rejoignent de différents endroits dans le monde. Sentez-vous libre de dire qui vous êtes, de parler dans l'espace du chat. Et je vois qu'il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens de Dharamsala. Bonjour Drolma de Dharamsala, Camilla de Rio, quelques personnes des États-Unis, le Colorado, New York, Miami, le Canada, Vancouver, l'Australie. Donc ça va être très tôt pour vous là-bas. Donc il y a des gens vraiment de partout, de Malaisie, beaucoup d'entre vous de différents endroits dans le monde. Et c'est vraiment merveilleux de vous avoir ici pour ce streaming Tergar Live. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois, nous avons proposé des pratiques de méditation hebdomadaires et des enseignements. Et tout ça tourne autour de comment vous donner les outils pour pouvoir trouver l'équilibre et le calme et la manière de pouvoir vous relier aux autres de manière compassionnée dans ces temps difficiles. La technologie peut parfois avoir des effets négatifs, mais ici ça peut vraiment nous rassembler. Et même si on est tous disséminés dans le monde, je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui continuent à dire bonjour, des gens de Nouvelle-Zélande, de Vancouver, de Californie, donc encore une fois, tellement de personnes à travers le monde. Je suis content de vous accueillir. J'aimerais d'abord dire quelques mots pour commencer, et puis nous allons pratiquer ensemble. Et pendant la session, pendant ce temps que nous avons ensemble, vraiment sentez-vous libre de poser des questions dans l'espace du chat ou des commentaires. Christine est là et s'occupe de surveiller le chat et de rassembler les questions. Donc il y a vraiment assez de temps pour pouvoir répondre aux questions. D'abord, j'aimerais commencer par dire quelques mots et on va prendre quelques moments pour pouvoir se poser. Donc tout d'abord, j'aimerais commencer par dire quelques principes de base qui viennent des enseignements de base du bouddhisme. En fait, un des premiers enseignements du Bouddha, il y a 2500 ans, où il a commencé, la première chose qu'il a enseignée, c'était de pouvoir orienter les gens et tous les êtres humains vers la souffrance, de voir comment la souffrance est présente dans nos vies et comment toutes nos difficultés, tous nos défis viennent de cette insatisfaction que nous avons dans notre esprit. Et il peut y avoir des moments comme ça où on voit bien qu'il y a un problème, qu'il y a beaucoup de souffrance, que ce soit au niveau de la santé physique ou au niveau du travail, de la famille. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment qui sont vraiment très difficiles. Mais même quand tout va bien, il peut toujours y avoir ce sentiment subtil, cette qualité dans l'esprit qui nous taraude, quelque chose où on attend quelque chose de mieux. On a cette attente que le futur devrait nous amener quelque chose de mieux que ce qu'on a dans le présent. Et quand ça devient une habitude de l'esprit, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si on devient aveugle à la richesse de ce qu'on est et de ce qu'on a dans le moment présent. On ne voit plus ce qu'on a dans le moment présent. Et même dans ces temps très difficiles, avec toute l'incertitude, et tous les hauts et les bas que nous avons en ce moment dans nos vies, il y a toujours cette possibilité de voir, de reconnaître les qualités dans notre propre expérience que d'habitude nous ne voyons pas.
parce qu'on en perd la trace et on ne sait plus comment regarder, on ne sait plus comment voir ces qualités dans notre esprit et on croit donc qu'elles ne sont pas là. Ce sentiment de calme, de confort, de connexion profonde avec les gens de notre vie, avec le monde alentour, ce sentiment où il y a un sens, on finit par croire que ça nous manque et on essaye de les trouver dans une autre expérience, une nouvelle expérience que celle qu'on a actuellement. Et on finit par rester dans cette chasse perpétuelle. C'est ce que le bouddhisme appelle le samsara, ce cycle dans lequel on est toujours en train de chercher à l'extérieur de nous-mêmes, à l'extérieur du moment présent, pour trouver une satisfaction, pour pouvoir se sentir enfin à la maison dans nos vies, dans nos corps, dans notre peau. Et pour moi, c'est ça qui m'a amené à la pratique de la méditation et finalement aussi au bouddhisme. C'était vraiment cet inconfort fondamental, pas seulement avec ma vie, mais avec moi-même. J'avais beaucoup d'anxiété. Et dans des situations sociales particulières, c'était très stressant pour moi et vraiment, c'était il y a 30 ans maintenant, quand j'étais adolescent, quand j'ai commencé l'université, j'étais vraiment dépassée, je ne me sentais pas confortable avec moi-même, je ne me sentais pas confortable dans ma vie, avec mes émotions, je trouvais toujours des défauts en moi. Dans le monde, avec mes expériences, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et ce que ces enseignements nous appellent à faire, c'est de voir que ceci est une habitude de notre esprit. On est devenu accroché à cette insatisfaction. On est accro à ne voir que les défauts et les problèmes. Mais même si ça a l'air assez déprimant, s'il ne s'agissait que de ça, ce serait vraiment déprimant, mais c'est seulement le début de l'histoire. C'est comme si on commençait par un diagnostic et à être honnête avec soi-même. On doit être honnête avec notre monde, avec notre culture. On est programmé pour nous voir comme étant déficients. Et reconnaître cela, c'est le début. Et une fois qu'on voit cela, alors on peut commencer à réorienter notre esprit plutôt que de se focaliser sur les défauts ou les manquements que l'on perçoit. On peut voir que même dans une situation telle que celle qu'on traverse actuellement, où il se passe tellement de choses, même en ce moment, il y a des choses qui sont fondamentalement bonnes et pures dans notre propre esprit, dans notre expérience et dans le monde aussi. Tout le monde, toute chose contient ces qualités fondamentalement bonnes. Dans le bouddhisme, on appelle ça la nature de Bouddha, que cette nature est fondamentalement bonne et on a juste oublié comment le reconnaître. Et ce n'est pas très utile si ça reste une théorie uniquement, si c'est simplement une croyance, mais il nous faut nous entraîner à regarder. On doit s'entraîner, entraîner notre esprit à nous voir nous-mêmes avec plus de clarté, plus qu'autre à travers ces lentilles biaisées de l'insatisfaction où on se voit habituellement avec tous ces défauts ou dans les défauts du monde. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais problèmes ou des choses à résoudre, mais on peut venir à ces problèmes, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient, comme en ce moment, des problèmes qui touchent le monde entier. On peut aborder ces problèmes de manière ancrée dans une vision de nous-mêmes, une perception qui est complète, qui est pleine plutôt que déficiente. On peut s'en sentir complet plutôt que d'avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et la méditation, en tout cas dans cette tradition, il y a plusieurs sortes de traditions, mais ici, il ne s'agit pas seulement de calmer l'esprit, il ne s'agit en tout cas pas de vider notre esprit de pensées ou de sentiments, mais simplement d'apprendre à amener l'esprit à examiner son expérience pour qu'on puisse reconnaître ces qualités en nous-mêmes qui ont toujours été là. Mais
qu'on a été programmé pour ne plus voir. Et donc, c'est essentiellement ce qu'on fait dans la méditation ici. Donc, on va le faire ensemble. On va commencer avec une petite méditation. Si vous êtes complètement nouveau, alors je vais vous guider pas à pas. Et ceux d'entre vous qui ont l'habitude, vous pouvez suivre ou bien simplement faire votre propre pratique. Mais allons-y, lançons-nous et on verra ce qu'il en sort. Donc, prenez un instant pour ajuster votre posture. C'est une bonne manière de commencer. Regardez comment votre corps se sent en ce moment. Vous pouvez fermer vos yeux si vous préférez, ou alors les garder ouverts, ce qui vous paraît le plus naturel. Et vous vous détendez dans cette posture confortable et prenez quelques respirations profondes, calmantes. Et pendant que vous le faites, soyez simplement conscient de comment l'air entre et sort du corps. Et maintenant, prenez un instant pour réfléchir à votre motivation. Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici ce soir, à faire cette méditation? Et voyez si vous pouvez trouver la compassion avec le cœur ouvert. Peut-être que vous pouvez même vous dire, je vais méditer pas seulement pour moi, mais aussi pour pouvoir aider tout le monde, partout, pour que chacun puisse trouver un vrai bonheur durable. Vous pouvez utiliser les mots, ou les images ou les phrases qui vous parlent, mais prenez un instant pour connecter à cette compassion et à cette motivation. Et une fois que vous avez pu vous relier à cette motivation, revenez simplement à une présence attentive et particulièrement à la pratique de la conscience ouverte où vous relâchez tous les efforts. Vous n'avez pas besoin de vous focaliser, de vous concentrer. Vous pouvez lâcher toute énergie d'effort ou de faire dans votre corps ou dans votre esprit et vous laissez simplement être. Vous laissez vraiment prendre une pause et reposer votre corps, votre esprit et soyez simplement conscient dans ce moment. Si ça vous aide, vous pouvez continuer à être présent au souffle, aux sentiments ou aux sensations au niveau du nez, de l'abdomen, alors que le souffle entre et sort. Vous restez présent avec une conscience très très douce, très légère. Vous n'essayez pas de vous concentrer, mais vous êtes simplement.
Et voyez si vous pouvez rester ouvert et accueillir ce qui survient en vous et autour de vous. Ça n'a aucune importance si votre esprit est occupé, agité ou calme, paisible, ou si votre corps est détendu ou tendu. Soyez simplement qui vous êtes, comment vous êtes dans ce moment. Et observez ce qui se passe avec ouverture. Et maintenant, depuis cet espace sans effort, de la conscience ouverte, prenez conscience de différents aspects de votre expérience, sans intention de changer quoi que ce soit ou d'améliorer quoi que ce soit, mais simplement pour pouvoir explorer profondément. Vous pouvez commencer avec votre corps et mouvoir votre conscience à travers votre corps et simplement observer ce que vous y trouvez. Où est-ce que vous sentez le plus de sensations dans votre corps en ce moment? Amenez votre conscience à cet endroit de votre corps et regardez comment vous vous sentez. Peu importe si les sensations sont plaisantes ou désagréables ou neutres, vous observez simplement et vous vous reposez avec ces sensations. Et vous allez probablement remarquer que votre esprit vagabonde, se perd dans les pensées, se perd dans la distraction. Et c'est totalement naturel. Et la pratique consiste à simplement remarquer quand cela arrive. Et quand vous vous en rendez compte, alors vous ramenez votre attention à votre corps et à être présent aux sensations dans le corps. Vous continuez là où vous étiez arrêté ou perdu. Shift your awareness to what you hear. Et maintenant, portez votre attention à ce que vous entendez. And again, don't need to focus too intensely. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous concentrer intensément. Like a wave that is rolling up on the shore. Vous pouvez imaginer que le son est comme une vague qui se déroule jusqu'au rivage. Laissez-le venir vers vous, se mouvoir à travers votre conscience et remarquez simplement les sons qui vont, qui viennent alors que vous êtes assis en train de méditer.
So your attention will be moving here and there as you do this practice, as it does Et donc votre all the time attention in life. va se mouvoir And ici here et it là doesn't pendant la matter so much where pratique, your de la attention même manière que is, c'est le it cas is dans the la vie. quality Et ici, ce awareness. n'est pas très important où This se pose votre panoramic, conscience. Ce qui est knowing important, c'est la quality that is qualité de always conscience. present. Cette And it's connaissance, bigger cette than qualité de mere connaissance attention. It's panoramique not qui est just toujours that présente. flashlight of Et attention. c'est plus que simplement de It's l'attention, simply the fact that you c'est are plus here. que You une are légère experiencing attention, this moment. c'est plus que simplement le fait que vous êtes là, mais vous faites vraiment l'expérience de ce moment. In this case, being Et on touche cette in qualité that space d'être. of awareness, Et resting in dans ce awareness. cas, d'être dans cet espace de la conscience, de reposer dans l'espace de la conscience. And now, before we conclude the meditation, I'd like to shift gears Et for a moment maintenant, into avant a de short conclure reflection. la méditation, j'aimerais One of the most changer un essential petit points peu of this de practice of vitesse et meditation is réfléchir cultivating the sur un ability to point shift essentiel our perspective, qui est to de see cultiver things la in a new capacité way, de changer de fresh eyes, perspective, so to speak. de voir les choses d'une manière Take a moment nouvelle, to avec un reflect regard on frais. your life these days. Prenez un instant All pour of us méditer are sur oftentimes votre vie focused telle on qu'elle est just ces what we jours. wish were different, Beaucoup d'entre nous sont what we wish we focalisés could sur change, ce qu'on aimerait qu'il soit what we différent, don't like. ou bien But ce qu'on instead, aimerait I'd pouvoir like changer, to ce qu'on n'aime pas. ask you to Mais à think la about what place, is meaningful to you j'aimerais these vous days. What might demander have even happened as a de result of this penser à pandemic ce qui a du sens pour that vous has been linked to aujourd'hui. some feeling of Qu'est-ce que meaning, peut vous apporter cette pandémie? perhaps to a deeper sense of purpose or Quel est le an sens que important vous a apporté personal cette value. pandémie? Par exemple, un sentiment Take a moment de to find valeur something specific that personnelle. has been meaningful as a result of this challenging situation. Trouvez quelque chose de particulier qui a eu un sens pour vous dans le cadre de cette difficulté liée à la situation actuelle. See if you can savor the sense of meaning that comes Voyez to si vous mind. pouvez apprécier ce sentiment Bring it into de focus so you can see it signification clearly. qui vient à votre esprit, de sens. Amenez-le à votre esprit pour que vous puissiez le voir clairement. Perhaps even think of the next day or two, where you'll be, what you'll be doing. Pensez peut-être aussi au jour How could you bring prochain. this perspective Où of est-ce que vous seeing serez, ce que vous what is ferez, meaningful, avec qui vous seeing serez what et you comment value, vous seeing pouvez y amener what cette is linked to a perspective deeper sense de of sens, purpose. de voir ce qui a de la The valeur situations pour that vous. you'll Qu'est-ce find qui vous yourself in amène over the un next day or two, sentiment and see if you could d'avoir un but. imagine what it might be like to Donc, bring this imaginez les situations à perspective venir dans les prochains into those jours et situations. imaginez-vous ce que ça pourrait représenter d'amener cette perspective plus profonde dans ces situations à venir.
Et maintenant, lâchez prise de la réflexion et prenez un instant pour vous reposer simplement dans la conscience ouverte et relâcher tout effort mental. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous n'avez besoin d'être personne d'autre que qui vous êtes en ce moment. Ressentez ce que vous ressentez. Et prenez à nouveau quelques respirations profondes et lentes. Et puis vous pouvez ouvrir gentiment vos yeux s'ils étaient ouverts et connecter avec la richesse du moment. Peut-être regardez autour de vous et il y a peut-être des détails que vous ne voyez pas d'habitude dans le monde qui vous entoure. Et alors que nous allons continuer, j'aimerais bien entendre ce qui est arrivé pour vous, si vous voulez partager par rapport à cette méditation et particulièrement ce qui vous est venu quand vous avez eu cette réflexion par rapport à ce qui pourrait avoir du sens pour vous en ce moment, ce qui vous amène un sentiment de but. S'il y a quoi que ce soit qui vous est venu à l'esprit, vous pouvez le partager dans l'espace du chat. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'immense ou de spécial. Ça peut être quelque chose de très simple. Et moi, ce à quoi j'ai pensé, c'était que je suis ici avec ma femme et mon fils. Et d'habitude, dans ma vie quotidienne, je les vois le matin et le soir quand je rentre à la maison. Mais maintenant, je les vois à différents moments pendant la journée. On passe du temps ensemble. C'est quelque chose que je n'ai pas l'occasion d'avoir d'habitude. C'est vraiment un cadeau. Bien sûr, j'aimerais qu'on ne soit pas dans cette pandémie, mais ça permet aussi ces moments magnifiques que je n'aurais peut-être pas pu avoir autrement. Donc j'aimerais bien entendre si vous voulez partager des pensées ou simplement comment vous vous sentez en ce moment en faisant cette méditation. Donc sentez-vous vraiment libre de partager ça dans l'espace du chat pour pouvoir partager avec les autres. Et j'aimerais partager encore quelques pensées, continuer sur ce que j'avais dit au début, sur cette idée de pouvoir entrer en contact avec notre propre expérience et vraiment de devenir honnête, vrai. Et pour ça, il faut commencer par se voir soi-même clairement. Et depuis là, depuis cette clarté, depuis cette volonté d'être honnête et de regarder ouvertement à notre expérience, on peut commencer à envisager de nouvelles perspectives. Je vois que certains d'entre vous ont ajouté des commentaires. Sibylle, qui vient de Rio, communique son appréciation et qu'elle apprécie cette opportunité de connecter avec les autres grâce à la technologie. Moi aussi, c'est quelque chose que je ressens. Imaginez-vous ce qu'on vivrait en ce moment si on n'avait pas toute cette technologie, on se sentirait beaucoup plus isolé encore. Larry mentionne aussi ressentir une connexion plus profonde avec Dergar et Mingyur Rinpoche, qui est le maître de cette communauté. Et Bess dit que donner son temps, ça peut être tellement plein de sens. Angela a écrit un sentiment de gratitude. Je vous remercie. Ce que vous dites, ce que vous mentionnez en ce moment, ces commentaires que je lis, ça montre, pour ceux d'entre vous qui ont mis des commentaires dans l'espace du chat, vous exprimez ce changement de perspective. Donc on commence, comme le Bouddha l'a fait il y a 2500 ans, on commence par remarquer à quelle fréquence on est insatisfait. On veut que le monde soit différent, on aimerait nous-mêmes être différents, on veut que notre esprit, que nos émotions soient différentes, on veut que tout soit différent. On est accro à ce qu'on n'aime pas, de voir ce qu'on n'aime pas. Et ça devient un cycle chronique. Et on commence à voir cela, et en voyant cela, alors on peut commencer à changer notre perspective. Même si, par exemple, Marielle dit aussi
Dans le chat, elle a écrit vous avez reconnu que vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Oui, c'est vrai, on a tendance à être tellement dur envers nous-mêmes. On est tellement critique envers nous-mêmes, même dans les meilleurs moments. On est pratiquement toujours en train de ressasser les choses qu'on devrait résoudre ou améliorer. Et dans le travail que je fais, peut-être certains d'entre vous le savent, j'enseigne la méditation et des choses comme ça, mais je travaille aussi en tant que scientifique au Centre pour l'Esprit Saint à l'Université du Wisconsin. Et aujourd'hui, je lisais quelque chose d'une recherche fascinante et ça portait sur la résilience et comment on peut gérer des moments très difficiles. Et ce que la recherche démontrait, c'était quelque chose d'assez intuitif et qu'on peut reconnaître dans notre expérience. Il y a des moments où on fait face à des difficultés et on est complètement dépassé par ces difficultés. Et je me souviens, j'ai parlé tout à l'heure de l'anxiété que j'avais quand j'étais jeune, au début de ma vingtaine. Ça m'a complètement paralysée et je ne savais pas comment réagir. Je n'avais pas d'outils, je ne savais pas comment travailler avec ça, je ne savais pas comment parler à qui que ce soit. Je ne savais pas quoi faire, j'étais complètement dépassée. Et ce sentiment d'être dépassée, surtout quand c'est continu, ça peut être très handicapant. Et on peut avoir ces moments où on a des difficultés, où ces difficultés nous dépassent et qu'on est complètement perdu. Et il y a aussi, si on regarde par exemple dans notre vie, peut-être c'est des choses que vous ressentez maintenant, il y a des moments où on a des situations très difficiles et ce n'est pas que ce soit plus facile. Les difficultés ne sont jamais faciles. Si quelqu'un vous dit qu'une crise globale, c'est quelque chose de ludique, c'est peut-être quelqu'un qui ne comprend pas. Donc les difficultés sont des difficultés. La douleur est la douleur, la maladie est la maladie, la perte est la perte, ce n'est jamais drôle. Mais il y a des moments où on peut traverser ces difficultés et au lieu d'être complètement dépassé, ça peut devenir des sources de réalisation et de croissance, des moments où on peut en apprendre sur nous-mêmes, où on peut devenir plus fort, plus connecté avec nos communautés, ou comme Beth l'a écrit dans le chat, on peut aussi voir à quel point on peut être généreux, même au milieu d'une crise. On peut être bénévole, on peut aider, et à quel point c'est incroyablement gratifiant. Donc avec cette recherche que je lisais aujourd'hui, c'était très intéressant. En fait, c'était deux articles différents, et un des articles parlait de personnes qui ont fait l'expérience de traumatisme dans leur vie. Et l'autre article était une étude des survivants d'un tremblement de terre au Pakistan. Et il regardait les réactions de ces différentes personnes qui ont fait l'expérience de traumatisme ou, dans le deuxième cas, d'un désastre naturel. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a certaines personnes, comme je l'ai dit, certaines personnes ont été complètement dépassées et ont développé de l'anxiété, la dépression clinique et du stress post-traumatique. Et d'autres gens ont montré qu'ils ont fait preuve de résilience et qu'ils ont pu récupérer. Et on a tous fait l'expérience des deux choses. Parfois, on a été dépassé, parfois, on a fait l'autre expérience. Et ce qui était vraiment intéressant dans cette recherche, cette étude, et qui est important dans cette discussion, comment gérer cette insatisfaction chronique, c'était ce sentiment de sens profond et de but. Et c'est ça qui faisait que les gens étaient soit dépassés et souffraient de stress psychologique, ou alors, d'un autre côté, où ils ont fait preuve de résilience et ont développé ce que les scientifiques appellent la croissance post-traumatique. Et quand ils regardaient en arrière sur leurs difficultés, ça leur permettait de voir qu'ils avaient grandi et appris de leurs difficultés. Donc le message qui en ressort, ce n'est pas tellement qu'on doit espérer une vie où on n'a aucune difficulté, une vie où on n'a pas de douleur ou de perte.
où on n'a pas d'incertitude, ça ne va jamais arriver. Tout ça fait partie de la vie, mais ce qu'on peut faire, et encore une fois, ça revient à une perspective centrale des enseignements bouddhistes. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et souvent quand on est dépassé, on se focalise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Plutôt, on peut se focaliser sur ce qu'on peut contrôler, même en temps de crise, même dans une situation très difficile. Et on a toujours le contrôle sur notre perspective. Et ce que vous avez tous fait, et je peux le voir en lisant les commentaires en ce moment, il y a tellement de bons commentaires ici. On peut voir les choses clairement et on peut se réorienter notre esprit, on peut changer notre perspective pour voir les choses différemment. Au lieu de voir seulement les problèmes et ce qui manque, au lieu de voir que les choses n'ont pas de sens, on peut commencer à reconnaître qu'il y a un sens profond, même dans les difficultés, même dans les détails mondains de la vie. Bien sûr que les moments les plus intenses de la vie sont pleins de sens. Et on peut voir que même dans les moments les plus difficiles, par exemple pour les survivants de tremblements de terre, ils peuvent regarder en arrière et dire « c'était vraiment terrible, difficile, mais j'ai appris et j'ai grandi tellement, mes relations sont beaucoup plus fortes grâce à ça. » Et donc la question, c'est que souvent on a cette expérience, ce changement de perspective seulement des années plus tard ou des décennies plus tard. Je peux regarder maintenant 20 ans, 25 ans, 28 ans plus tard, et si je regarde à l'ancienne version de moi qui était jeune, je suis vraiment reconnaissant d'avoir ressenti cette anxiété, parce que si je n'avais pas eu cette anxiété handicapante, je n'aurais pas appris à méditer, je n'aurais pas commencé à méditer. Et maintenant, je me sens plein de reconnaissance quand je regarde en arrière. Mais ce n'est pas ce que je ressentais à l'époque. Je n'avais pas cette perspective. Personne ne m'avait enseigné comment changer ma perspective. Et donc, la question devient comment est-ce qu'on peut changer notre perspective pour pouvoir amener de la sagesse, un esprit de sagesse en ce moment, quand on est en plein dans les difficultés, pas seulement dans 10 ans, mais maintenant. Pas seulement quand on regarde en arrière sur ce moment et qu'on se dit oui, ça a été un moment important pour l'humanité, pour se réveiller. Toute la planète avait vraiment besoin de se réveiller, pas seulement la planète, mais toute l'humanité. On avait besoin d'un choc à notre système parce qu'on n'écoutait pas, on ne voyait pas les signes au niveau de l'environnement. On n'écoutait pas toutes les divisions au niveau social, on n'écoutait pas. Et on avait besoin de quelque chose qui nous a choqués. Peut-être qu'on pensera comme ça dans 10 ans, mais comment est-ce qu'on peut arriver à le voir dès maintenant? Pas seulement la négativité, mais vraiment de voir que cette situation est une opportunité incroyable pour nous tous, pour toute la planète. C'est une opportunité incroyable. Et ça ne veut pas dire que ça va être agréable et drôle. Bien sûr, ça ne va pas être agréable. Mais comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur de la situation au niveau individuel, au niveau collectif, en tant que communauté, en tant que société, en tant que planète, en tant qu'espèce? Comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser cette situation pour amener de la compassion et de la sagesse et pas simplement nos névroses? Et tout cela commence par simplement voir que nous avons cette vieille habitude de l'esprit qui va faire qu'on se focalise sur la négativité encore et encore. Et quand vous commencez à reconnaître cela, quand on voit qu'il y a tellement de choses qui renforcent cette habitude, beaucoup de choses nous orientent vers la négativité. Ça nous focalise de manière intense sur la peur, sur les divisions, sur tout ce que les autres font de faux et sur tout ce que les autres devraient faire à la place. Le problème, c'est que tout le monde pense comme ça. Tout le monde est en train de pointer les autres du doigt et tant qu'on fait ça, rien ne va changer. Personne n'a le monopole de la vérité, personne n'a une compréhension parfaite de tout ça. On est tous en train de tâtonner, et peut-être certains plus que d'autres, mais on est tous en train d'essayer de comprendre. Moi, je n'ai pas les réponses à tout ça.
j'ai assez de difficultés à comprendre comment je peux éduquer mon fils en ce moment, donc je n'ai pas les réponses sur la pandémie globale. Nous sommes tous là-dedans ensemble, on fait tous de notre mieux, on fait tous des erreurs sur le chemin. Et il faut qu'on se rassemble et voir que même les gens qui pensent différemment de nous, qui arrivent à de différentes conclusions, qui sont persuadés de leurs propres croyances, on doit y voir cette humanité qu'on partage. Il faut qu'il y ait une sorte de désarmement unilatéral. Et ça commence par nous-mêmes, simplement en étant un petit peu plus bienveillants, un petit peu plus doux, un peu plus compréhensifs par rapport à nous-mêmes. Se donner un petit peu plus d'espace. Dans le bouddhisme, et Mingyur Rinpoche, pour ceux d'entre vous qui le suivent le dimanche, Mingyur Rinpoche en a parlé dans les enseignements de base. Il y a les 4 vérités et ça commence par accepter cette insatisfaction chronique, cette insatisfaction qui vient de toujours vouloir autre chose. Et ça nous permet de voir que, dans notre perspective, beaucoup de choses sont basées là-dessus. Il y a des choses qu'on n'aime pas, on est attaché aux résultats, on a toujours ce tiraillement et ce n'est jamais vraiment ce qu'on voudrait. J'aime bien y penser avec cette analogie. C'est comme si on avait le bouton du volume dans notre expérience. On est tout le temps en train d'essayer d'ajuster le volume. C'est jamais vraiment comme on voudrait. C'est peut-être un conflit générationnel pour ceux d'entre vous qui ont 40, 50 ou 60 ans ou plus. Et dans ces vieilles stations de radio, on essayait toujours de trouver vraiment le bon point où il n'y avait pas d'effet statique et on ne trouvait jamais vraiment exactement le bon point. Et souvent, on gère nos vies comme ça. On essaye toujours d'ajuster quelque chose ou alors on veut tout balancer et recommencer, mais ce n'est jamais vraiment assez. On n'est jamais vraiment assez pour nous-mêmes. Et l'idée, c'est de changer cette perspective et de trouver le sens profond qui est déjà là, la présence, la conscience et cette compassion, cette bienveillance innée qui sont là de manière très subtile. Ce n'est pas toujours très évident, pas aussi évident que toute la fanfare des nouvelles, de Twitter et de toutes ces choses-là. C'est quelque chose de subtil, mais quand vous y prêtez attention, c'est vraiment incroyablement nourrissant parce que ça botte ce sentiment constant qu'on a, que ce n'est jamais assez. Et pour une fois, on a une pause où on peut se sentir vraiment complet et confortable avec qui on est et ce qu'on est. Et ça, c'est ce qui nous donne les ressources intérieures pour pouvoir faire face aux difficultés. Ça ne nous déconnecte pas de la réalité, ça ne fait pas qu'on se dise que tout est magnifique, qu'on n'a rien à faire, mais on voit clairement. Et on vient aux difficultés avec un cœur plein, avec un être plein et non pas avec une vacuité. On se sent plein et on sait qu'on a des choses à offrir. Et ça, c'est seulement le début. Et plus on avance, on va continuer à en parler. Mingyur Rinpoche va en parler aussi. On commence à voir cela clairement, on commence à changer notre perspective et on peut voir ces vieilles habitudes de l'esprit qui nous ont gardés coincés dans ce cycle d'insatisfaction. Et puis on voit qu'il y a de nouvelles possibilités. La possibilité de vraiment se sentir chez soi dans le monde, ça c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais c'est quelque chose qui ne nous demande jamais de nous sentir différemment de ce qu'on se sent ou d'être quelqu'un d'autre, d'avoir une autre expérience, mais plutôt qui nous aide à connecter avec ces qualités qui sont là. Et c'est de ça que il s'agit de la méditation. On peut s'entraîner à être insatisfait ou alors on peut s'entraîner à changer notre perspective. Et quand on amène notre conscience au souffle, et par exemple on ressent nos pieds sur le sol, on prend des respirations profondes, on se laisse être. Vous pouvez le faire maintenant pendant que vous écoutez. Ça vous aide à rentrer à la maison, à cette idée que ce que vous êtes et qui vous êtes en ce moment, c'est tout à fait assez. On n'a pas besoin de tout le temps se flageller ou de tout le temps être dans cette quête d'amélioration et on n'arrivera jamais au bout de ça. C'est un jeu qu'on ne peut pas gagner.
Et donc de pouvoir voir la possibilité de faire les choses différemment, d'être humain différemment, c'est la troisième noble vérité, c'est ce qu'on appelle la vérité de l'association, et ça fait référence à cette possibilité d'être différemment dans le monde de notre vie, plutôt que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et la quatrième noble vérité, c'est simplement qu'il y a un chemin. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas quelque chose qu'on accepte ou qu'on rejette, ce n'est pas une théorie sur la vie, ce n'est pas une philosophie. C'est une pratique. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. La méditation, c'est une grande partie de ça, devenir plus sensible à comment on vit notre vie, vivre une vie de non-violence, de compassion, et d'apprendre à voir clairement, de simplement être capable de regarder avec honnêteté et réalisme dans notre propre esprit et notre expérience. Je vais faire une petite pause, j'ai beaucoup parlé, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais voir ce qui est là, ce que vous avez écrit. Donc une question, c'était, parfois j'ai l'impression que la souffrance est injuste. Et comment est-ce qu'on peut observer nos idéaux préconceptions par rapport à ce qui est juste ou injuste? C'est une très bonne question. Et je pense que, en partie, notre esprit va dans ce mode de résolution des problèmes et de jugement. Et ça peut être utile que l'esprit fasse cela, et beaucoup de découvertes scientifiques ou autres, ou dans le monde de l'art, sont venues parce qu'il y a cet esprit qui génère des idées. Mais la réalité, c'est que le samsara, c'est chaotique, ça ne fait pas sens. Parfois, on fait la chose juste et on souffre. Parfois, on fait quelque chose de faux et les choses vont bien. Il y a beaucoup d'exemples, on peut regarder dans le monde, où il y a des gens qui sont focalisés sur leur propre bien-être et qui font peut-être souffrir les autres et qui arrivent à s'en sortir très bien. Et ça ne fait pas sens. Il n'y a pas de logique là-dedans. Donc, essayer de résoudre ça, c'est bien compréhensible. Mais d'un autre côté, ça ne nous sert pas, ça ne sert pas quelque chose de constructif. Ça ne nous amène pas à un endroit où on peut se libérer. Donc, ce qui peut être utile, c'est d'utiliser cette énergie de l'esprit. L'esprit investigue, analyse, juge, il essaye de comprendre, il essaie de regarder là-dehors. Il regarde, il observe une situation, une personne, et il se demande, mais pourquoi est-ce qu'il se passe ci? Pourquoi est-ce que cette personne fait cette expérience? L'autre personne ne méritait pas ça. On ne va pas réussir à résoudre les choses, mais par contre, on peut utiliser cette sagesse, parce que ça fait aussi partie de l'esprit de sagesse, cette capacité d'investiguer, de demander. On peut regarder notre propre esprit, pas avec du jugement, mais avec un sentiment de curiosité. Et pas dans l'idée d'essayer de catégoriser noir et blanc, mais simplement d'utiliser cette sagesse de l'esprit curieux pour commencer à voir plus clairement. Et ça, c'est un point clé. L'important, ce n'est pas la conclusion, la réponse, mais c'est vraiment cette volonté de continuer à regarder. C'est la volonté de continuer à observer, à examiner, à nouveau avec un sentiment de curiosité, mais pas avec cette idée de juste, de faux. Et quand cela devient une habitude, c'est comme si on arrive à utiliser la meilleure partie de cet esprit de curiosité et de sagesse sans la rigidité de celui qui veut trouver les réponses. Donc, continuez à investiguer, mais vraiment regardez votre propre expérience sans regarder toujours à l'extérieur, ce qui est notre habitude. Regardez vraiment votre esprit. Et ce qui se passe avec ceci ou cela, soyez un explorateur de votre propre expérience, et cette curiosité peut aussi être gratifiante. Une autre question écrite.
Quelles sont les meilleures manières de corriger la motivation pendant la motivation et comment est-ce qu'on peut éviter le matérialisme spirituel sur le chemin? C'est une excellente question. Dans la tradition tibétaine, la motivation, on dit que la motivation est plus importante que tout le reste dans votre pratique. Donc en commençant comme on l'a fait aujourd'hui au début de la méditation où on revient à cette motivation compassionnée, si on commence avec la compassion, si on commence avec l'altruisme et vouloir pratiquer pas seulement pour nous mais pour le bienfait des autres, pour pouvoir aider les autres directement ou indirectement, ceci en soi va court-circuiter la saisie de l'ego, la saisie de l'esprit, la manière qu'on a d'être pris dans nos attentes. Et le clé, c'est de revenir encore et encore et encore, pas seulement dans la méditation, mais au cours de votre journée, de manière très simple, générer ce désir compassionné, de pouvoir venir en être aux êtres, de pouvoir servir les autres. Et quelque chose que je fais souvent, par exemple, j'ai pas mal de réunions durant la journée, j'essaie de faire une pause entre mes réunions et de m'ancrer pendant un instant dans cette motivation. Je vais parler à ces personnes de ce sujet et puisse ceci être source de bienfait et ce qu'on va faire ensemble puisse-t-il être aussi source de bienfait pour les autres. Et peut-être que je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais quoi qu'on fasse, j'espère que ce soit un bienfait pour les autres. Et dans ma méditation en particulier, je trouve vraiment utile, souvent je me dis, quoi qu'il se passe dans cette méditation, j'espère que ça servira aux autres, servira le monde, même si mon esprit est complètement distrait pendant une demi-heure. Si ça, c'est ce qui peut être le mieux pour le monde, alors puisse mon esprit être distrait. Si c'est mieux pour moi d'être focalisé et calme, puisse-je être focalisé et calme. Et quoi qu'il se passe, puisse cette chose-là être ce qui va servir les autres. Et donc, quand on revient à cette motivation compassionnée, et le fait même que vous posez la question, ça y répond déjà, c'est revenir à cette motivation bonne. Et si vous ancrez dans une motivation bonne, bienveillante, compassionnée, alors ça ne fait rien si votre esprit est distrait ou focalisé, si vous avez la meilleure méditation ou la meilleure journée de votre vie ou si c'est difficile, pour autant qu'on puisse rester connecté à cette motivation, alors tout se passera bien et avec le temps, cette compassion va permettre de nous transformer beaucoup plus que ce qu'on croit qu'on aimerait qu'il se passe, ce qu'on croit qu'il ne devrait pas arriver dans notre pratique de méditation ou dans nos vies. Une autre question très pratique de Sandy, avec quel livre je pourrais commencer si je commence à étudier le bouddhisme? Je peux probablement répondre à cette question en disant Le bonheur de la méditation de Mingyur Rinpoche. Pour être honnête, je suis assez biaisée en répondant à cette question, mais je pense vraiment que c'est un des meilleurs livres qui existent. J'aurais aimé pouvoir le lire quand moi j'ai commencé. Ou les livres que j'ai lus qui étaient vraiment source de transformation pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé les livres de John Kabat-Zinn et particulièrement Où que tu ailles, là, c'est là que tu es. C'est un des premiers livres que j'ai lu et ça a été vraiment une source d'inspiration profonde et c'était vraiment un des livres qui a changé ma vie. Jack Cornfield qui a écrit Un chemin avec le cœur. Ça aussi, c'était un livre qui m'a inspiré. Donc, juste pour en citer quelques-uns, je crois que sur le site Tergar, il y a une liste des meilleurs 10 livres pour les personnes qui veulent découvrir le bouddhisme. Vous pouvez regarder sur le site. Voyons. Une autre question qui vient de Jackson. Comment est-ce qu'on peut équilibrer le fait d'être doux et bienveillant envers soi-même avec une notion aussi de discipline? Ça, c'est une autre question profonde.
bizarrement, une manière de répondre, ce serait de dire que d'avoir une discipline saine, c'est une façon d'être bienveillant et doux envers soi-même, et le fait d'être bienveillant et doux envers soi-même, vraiment bienveillant, avec sagesse, ça va naturellement impliquer une forme d'autodiscipline. Et spécialement au début, c'est bien d'avoir des limites. Et la manière dont je regarde les choses, c'est de trouver un équilibre sain dans la vie, dans la pratique. Souvent, on est trop tendu, on est trop détendu, on a trop d'attentes. Et il faut trouver un juste milieu. Ça peut être assez difficile. Et une chose que j'ai trouvée qui m'a aidé, c'est de simplement savoir que si on est d'un côté ou de l'autre, ça fait partie du processus qui nous permet de trouver le juste milieu. Si on est trop tendu et qu'on se pousse trop, on finit par le voir. Je me pousse beaucoup trop, et le fait de voir, de reconnaître cela, c'est ce qui devient le catalyste pour recalibrer. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est quelque chose d'assez incroyable de trouver ce sentiment d'équilibre. Et de la même manière, si on est trop relâché, si on ne maintient pas sa pratique, ou si on ne fait pas les choses qu'on devrait faire, quand on reconnaît ça, quand on voit ça, c'est un signe qui nous aide à reconnaître la sagesse dans l'esprit et à revenir à quelque chose qui est plus proche de nos valeurs, et de prendre le temps pour ces choses. Donc encore une fois, je pense qu'il y a une forme de douceur dans cette discipline. Ce ne sont pas des forces opposées, mais vraiment ça nous permet de recalibrer, et ce processus est une expression de bonté et de discipline. Et idéalement, ces deux éléments travaillent ensemble. En tout cas, c'est comme ça que je l'expliquerai. Donc, on arrive à la fin. Je vous remercie pour ceux qui sont restés pour toute la durée. Si vous voulez... Oh, attendez. Quelqu'un a mentionné Pema Chodron, et ce serait dommage de ne pas le mentionner parce que Pema, j'ai lu la plupart de ses livres, peut-être même tous. Il y en a un en particulier, quand je l'ai lu, j'en ai acheté 10 ou 15 que j'ai offert à d'autres, c'est Quand tout s'écroule. Ça, c'est vraiment un livre fantastique. Donc voilà, je vais finir là-dessus, sur Pema Chodron, qui a été une inspiration pour moi et pour beaucoup d'entre nous. Donc si vous voulez dire au revoir ou faire quelques commentaires, je serai très heureux de les lire. Si vous avez eu des pensées particulières au cours de cette heure, ou des réalisations, des choses qui vous ont intéressé et que vous voulez partager dans l'espace du chat, alors vous pouvez le faire. Je vois que beaucoup d'entre vous l'ont fait. Aussi pour vous rappeler, donc il y a des choses qui se passent sur cette chaîne. Souvent, si vous ne vous êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Il y a beaucoup d'instructeurs et de facilitateurs qui guident des méditations. Et il y a aussi Antonia Sumbundu, qui est instructrice d'Ergar, qui est quelqu'un de très sage et de compassionné, qui va donner un enseignement la semaine prochaine. Et bien sûr, Mingyur Rinpoche, qui est un des plus grands maîtres de méditation de notre époque, va enseigner aussi régulièrement. Donc, restez branchés. Et je me réjouis de vous voir encore une fois à une autre occasion. Et merci encore d'avoir pris le temps de vous être joint à moi. Prenez soin de vous.